Bonjour à tous, bienvenue dans le débat du jour. Voici les thèmes que nous allons aborder ensemble pour ce débat du jour. Tout d'abord, cette nouvelle accusation contre Alexis Kohler, le numéro 2 de l'Élysée, de nouveau montré du doigt pour conflit d'intérêts, manque d'éthique ou acharnement. Faut-il choisir entre service public et business ? Premier pas concret vers le prélèvement à la source. Une lettre de Bercy dans vos boîtes aux lettres ces jours-ci. Le gouvernement rassure, les contribuables sont inquiets, les chefs d'entreprise grognent. Le prélèvement à la source, mesure simplifiée ou casse-tête. Les chiffres de la croissance sont moins bons que prévu. Les derniers chiffres du chômage sont en légère hausse. Quel bilan pour le gouvernement en matière d'économie ? Dans quel état d'esprit les chefs d'entreprise abordent-ils la rentrée ? On parle de ces trois sujets avec nos deux invités du jour. Sylvain Maillard, bonjour. Vous êtes entrepreneur et député En Marche de Paris. Et puis Nicolas Doucerin, vous êtes entrepreneur, directeur associé de Delville Management. Et puis vous étiez président de Nous Citoyens. Bonjour, Christine. Alors, tout d'abord, c'est une nouvelle accusation contre Alexis Kohler, numéro 2 de l'Élysée, de nouveau montré du doigt pour conflit d'intérêts. Alors, c'est une plainte qui a été déposée pour prise illégale d'intérêts contre Alexis Kohler. Il aurait approuvé comme haut fonctionnaire des contrats concernant l'amateur MSC, fondé et dirigé par des cousins de sa mère, en tout cas de sa famille. Manque d'éthique, acharnement ? Sylvain Maillard. Moi, je suis profond. D'abord, redire à Alexis Kohler ma sympathie et particulièrement retracer le parcours exceptionnel. C'est un homme d'État, c'est un homme qui travaille pour l'État depuis bon nombre d'années, qui est un vrai serviteur de l'État. Et donc, je crois que la moindre des choses, c'est que de pouvoir l'écouter, qu'il puisse expliquer. Un vrai serviteur de l'État n'empêche pas un faux pas. Bien sûr. Non, mais ensuite, vous avez une deuxième partie dans votre question qui disait est-ce que quelque part, est-ce que c'est normal de passer du privé au public ? Moi, je souhaite qu'on passe du privé et du public beaucoup plus facilement. Parce qu'on apprend des choses dans le privé, qu'on ramène dans le public et réciproquement. Et je suis pour une fluidité des carrières. Donc heureusement qu'il y a ces différentes phases et que l'on va démultiplier dans les différentes lois que nous portons. Nous voulons un passage. Je reviens, parce que vous répondez à toutes mes questions en même temps. Mais Nicolas Doucerin, à votre avis, manque d'éthique ou acharnement à ce niveau-là ? Qu'est-ce que ça vous évoque justement, cette nouvelle accusation ? Attention, présumé innocent pour l'instant. Oui, bien sûr, mais que c'est dur de faire de la politique en France. Vous le défendez ? Non, je ne le défends pas. Je pense qu'il faut prendre toujours beaucoup de recul par rapport à ça. D'abord parce qu'on a une justice qui a la présomption d'innocence, comme vous le dites à l'instant. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'on a des hommes et des femmes qui sont exposés quotidiennement et qu'il faut aussi saluer. Et c'est pas toujours facile d'être comme ça en permanence, sous le feu des médias, de l'action, parfois des fausses rumeurs, parfois de fausses accusations et parfois de vraies accusations. Par contre, ce qui est important, et je crois que c'est prôné par le président de la République aujourd'hui, c'est l'exemplarité de nos élus. On ne fait pas de la politique pour gagner de l'argent. On ne fait pas de la politique pour faire carrière. En tout cas, plus en 2018. C'est plus ce qu'attendent nos concitoyens. On fait de la politique pour l'intérêt général. Et ce qui est essentiel, c'est qu'on soit député, que l'on soit ministre, qu'on soit maire d'une petite commune, c'est l'exemplarité qui doit être prônée et c'est l'intérêt général qui doit toujours guider l'action des hommes et des femmes qui prennent ces engagements pour une durée que je souhaite limiter. Je partage complètement d'ailleurs ce point de vue, c'est-à-dire on doit pouvoir passer du privé au public et du public au privé beaucoup plus facilement. Alors c'est vrai qu'il faut rappeler que ce sont des faits antérieurs à ses responsabilités à l'Élysée. Oui, passer du public au privé, vous pensez que vous êtes complètement d'accord, on doit pouvoir passer de l'un à l'autre ? Parce que c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'à un moment, on est dans la fonction publique, ensuite on arrête ou bien le mandat s'arrête et puis on va travailler dans une entreprise. Ensuite, on retourne dans la fonction publique. Et puis là, on est en train de voir qu'on manque à l'exemplarité. On manque à l'exemplarité parce que, justement, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a voté. C'était a priori peut-être le cas d'Alexis Kohler. On a voté pour un dossier dans lequel il y a sa famille. Et maintenant, ça remonte. Pourquoi ? Justement parce que le gouvernement Macron souligne beaucoup l'exemplarité. Il n'y a pas atteinte à l'exemplarité ? Vous savez, moi, je suis arrivé comme député avec beaucoup d'autres députés qui arrivaient de la société civile en 2017. Oui. Pourquoi on a été choisis ? Pourquoi on a été choisi par les électeurs ? C'est parce que, quelque part, on a apporté quelque chose de nouveau, non pas uniquement en visage, mais aussi en connaissance, parce que nous avions une expérience que nous voulions mettre au service de l'État. Si vous êtes spécialiste, je dis n'importe quoi, de l'aéronautique, vous connaissez par cœur, vous avez travaillé des années à Air France.
ce qui n'est pas mon cas, mais travailler des années à Air France, et puis que vous prenez des décisions, vous votez en fonction de votre connaissance, moi je trouve que c'est plutôt un plus. C'est-à-dire que vous allez voter dessus. On va dire, mais oui, mais par contre, il faut vous passer quand même à la lessiveuse, on va dire, j'en sais rien, avant d'arriver au gouvernement, avant d'arriver dans les instances du pouvoir. Ce qui est important, oui, évidemment. Ce qui est important, c'est l'éthique personnelle. C'est de dire sur un vote particulier, où j'ai l'impression que je suis en conflit d'intérêts. Oui. D'ailleurs, ça existe. Hein. Ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous en tant que député. Oui. On dit, on se défausse et on ne vote pas dessus. Imaginez que là, par exemple, sur un vote, comme vous dites, un vote, là, Alexis Kohler entraîne avec lui tout l'Élysée. Emmanuel Macron, toute son équipe, peut-être qu'il se veut justement exemplaire. Vous et moi, on n'en sait pas, on n'en sait pas plus. On ne sait rien. C'est une rumeur d'une rumeur d'une rumeur. Non, c'est pas une rumeur. C'est-à-dire que... Non, mais une rumeur comme quoi il aurait utilisé... On se rend compte qu'il y a eu un lien quand même très éloigné, c'est-à-dire la cousine un lien très éloigné, capitalistiquement parlant, il n'a rien dans cette entreprise. Donc la seule chose, je dis juste, s'il connaît bien le domaine, du transport maritime et qui vote dessus, moi je trouve que c'est plutôt bien. L'essentiel, c'est est-ce que ça correspond bien au vote qu'il devait y avoir pour le port du Havre. Écoutez, si la justice est saisie, elle le dira. Moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Est-ce qu'il n'aurait pas dû se déporter, par exemple ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû se déporter ? Ça, par exemple, c'est une possibilité qu'on a. On ne connaît pas la nature du vote. Il semblerait qu'effectivement, qu'il ne s'est pas déporté, qu'il a pris part au vote, qu'il s'est même exprimé sur le dossier. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même cette possibilité au moins de se déporter. Et puis on voit qu'a priori, il ne se serait pas déporté. Écoutez, d'abord, on ne connaît pas la nature du vote. Ça se trouve, il a voté de façon négative, on n'en sait rien. Donc laissons faire tranquillement. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a vraiment le service de l'État chevillé au corps, qui aurait pu gagner beaucoup plus d'argent en travaillant dans le privé. C'est quelqu'un qui a un profil quand même hors norme et donc qui a choisi le service d'État, donc service de l'État. Donc je crois que c'est respectable et à mettre à son crédit. Deuxième sujet du jour, premier pas concret vers le prélèvement à la source, une lettre de Bercy. Vous avez peut-être dû la recevoir si vous payez, si vous faites d'autres déclarations papier. Sinon, vous allez recevoir cette lettre, on va dire, par mail à la rentrée. Il s'agit en fait d'une lettre envoyée par Bercy pour vous faire de la pédagogie par rapport au prélèvement à la source et pour vous déclarer votre taux. Simplification ou casse-tête, ce prélèvement à la source ? Alors là, c'est un vrai sujet. On s'installe. Non, mais on s'installe parce que j'ai la chance de représenter un cabinet qui fait du management de transition. J'ai questionné personnellement... C'est quoi du management de transition ? Management de transition, nous mettons en fait des cadres, des dirigeants, des DRH, des DAF, des DSI, des DG, dans des structures, soit pour mener des projets de transformation, soit pour remplacer quelqu'un au pied levé parce qu'il a dû quitter l'entreprise d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et donc j'ai questionné justement un grand nombre de DRH parce que nous sommes sollicités par nos clients en ce moment quotidiennement pour justement accompagner les entreprises dans le prélèvement à source. Donc c'est un vrai casse-tête pour les chefs d'entreprise en ce moment. Alors c'est un casse-tête pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en France, on n'aime pas le changement. C'est comme ça. On aime bien rester figé sur nos positions avec nos petites habitudes et dès qu'on veut transformer quelque chose, tout de suite, on se crispe et il y a finalement on se replie sur soi et on monte un petit peu. C'est un changement annoncé par François Hollande, qu'il a essayé, il a reporté, ça fait 20 ans. Voilà. Ça fait 20 ans qu'on en parle du prélèvement à la source. Donc on aurait pu s'y attendre quand même un peu. Moi, ce que je reproche, éventuellement, je suis pour le prélèvement à la source et je pense que la méthode n'est pas la bonne. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, il suffit de regarder une chose. Quand on regarde l'impôt sur le revenu, la complexité de remplir l'impôt sur le revenu, les centaines de niches fiscales qu'il y a dans le pays, qui est un héritage de 35 ans de notre politique. Quand on regarde la notice qu'il faut pour pouvoir les remplir, aujourd'hui, on met en place un impôt sur le revenu alors qu'on n'a pas fait le premier chantier qui aurait été nécessaire, c'est la grande réforme fiscale en France. Aujourd'hui, on a une fiscalité qui est confiscatoire, qui est complexe. Il faut rendre cette fiscalité plus incitative et en tout cas beaucoup plus simple dans son utilisation. Ce que je veux dire par là, juste pour donner quelque chose de très précis, aujourd'hui, nous allons avoir des salariés qui vont être prélevés au 1er janvier sur leur bulletin de paye. Ils vont avoir un prélèvement. Alors je sais, certains vont bénéficier d'un certain nombre de déductions fiscales. Alors Bercy répond, vous inquiétez pas, à la fin de l'année, vous ferez votre déclaration d'impôt, on fera le cumul de l'impôt que vous avez payé, on enlèvera ce qu'on a prélevé,
et on vous remboursera. L'année d'après. Mais qui va être pénalisé dans l'histoire? Ce sont encore une fois les salariés les plus modestes, ceux alors, qui gagnent Nicolas le moins. Doucerin, vous parlez justement de complexité, alors que dans la lettre qui est envoyée en ce moment, le gouvernement dit « Nous allons simplifier l'impôt ». C'est une réforme de modernisation. Elle ne changera en rien le montant total de vos impôts. Est-ce que c'est vrai, Sylvain Maillard? Bon, moi, je viens d'écouter Nicolas Doucerin. J'adorerais être d'accord avec vous. J'adorerais être d'accord avec vous en disant il faut simplifier, il suffit de simplifier. Dans chaque niche fiscale, il y a un gros chien qui aboie et qui mord. C'est vrai. Dans chaque niche fiscale. Parce qu'on va parler, il y a 300 niches fiscales. Ah, niche fiscale. Niche fiscale, c'est quoi? Une niche fiscale, c'est un taux d'imposition, par exemple, pour la restauration rapide, qui est différent. La niche fiscale, c'est le coefficient familial. Le quotient familial, c'est une niche fiscale. Il y a plein de niches fiscales qui ont toujours une justification. Donc moi, je vous donne juste un rendez-vous avec grand plaisir. On se voit après le plateau, vous me dites quelle niche fiscale on veut enlever. Avec moi, quelle niche fiscale on veut enlever. Et je vous assure que je le porterai auprès du ministre du Budget, parce que là-dessus, il travaille en permanence, je suis ouvert et tous les députés se disent mais c'est compliqué. Est-ce que ça ne veut pas dire que le système fiscal français n'est pas adapté justement à ce prélèvement à la source? Évidemment, tous les pays autour de nous l'ont fait. L'Allemagne en 1925, tout le monde en 1960, 1943, 1944. Et nous, on est en retard. Est-ce que c'est parce que le système fiscal français n'est pas adapté? Non, le changement est compliqué parce que évidemment on change totalement. Évidemment l'après-guerre c'était plus facile, c'était au moment où on refaisait tout, ça était évidemment plus simple. La réalité, pourquoi on le fait? Oui, pourquoi on explique pourquoi on le fait. Sinon, on n'a pas qu'à rester dans le système actuel. Pourquoi on le fait? Puisque vous l'avez parfaitement dit, on ne récupère pas plus d'argent. C'est exactement à somme constante. L'idéal est assez simple. On a de plus en plus de Français qui, à l'heure actuelle, on dit à peu près 7 millions de Français, qui ont des revenus qui varient de plus de 30% d'une année à l'autre. Et donc, pour eux, ça devient ingérable le fait d'avoir cette année de décalage. Et donc, structurellement, la société va faire qu'il y aura probablement de plus en plus de Français qui auront des revenus très différents d'une année à l'autre. Et donc, il est important de payer à la source, direct, une fois que vous avez payé votre impôt, vous avez reçu de l'argent, donc votre salaire par exemple, vous payez directement l'impôt et vous savez que c'est du net et c'est cet argent-là, vous pouvez le dépenser à votre guise. Et ça, c'est très important parce que c'est assez moderne comme façon de prélever l'impôt. C'est très simple lorsqu'on a, par exemple, un CDI, on a un salaire fixe. Certains sont, pigistes ou bien encore intermittents du spectacle, un salaire qui hausse de 30% cette année, moins 20% l'année d'après, etc. Comment faire? C'est à eux qu'on pense. C'est à eux qu'on pense parce qu'ils ont une bonne année, une très bonne année, ayant beaucoup travaillé. Et puis l'année d'après, oui, c'est beaucoup plus difficile. Non seulement ils cherchent parfois de l'emploi, mais ils doivent payer des impôts qui correspondaient à l'année d'avant. Donc on les met en plus. Non seulement ils sont en difficulté sociale, mais ils sont en difficulté financière parce qu'ils ont parfois déjà dépensé l'impôt qui correspondait. Et donc on le sait que ça ne va ne faire que se multiplier en France. Donc c'est important de revenir quelque part à la source et de dire vous gagnez de l'argent, directement on prélève l'impôt. Et l'argent qui reste, et que l'on vous vire sur votre compte bancaire, c'est de l'argent que vous pouvez dépenser pour votre vie quotidienne. C'est quelque chose d'assez moderne, assez logique, et qui vraiment s'impose dans le système. Et je voudrais juste terminer, si vous permettez, en disant l'impôt français est compliqué. C'est vrai que l'impôt français est compliqué. L'impôt américain est compliqué aussi. L'impôt allemand est compliqué aussi. Et que les niches fiscales qu'on peut avoir ailleurs sont exactement les mêmes. Allemagne 1925, aux États-Unis ils l'ont fait en 1943. Attention de ne pas croire qu'en France c'est particulier. Ce qui est compliqué en France, c'est la fiche de paye et le nombre de lignes sur la fiche de paye. Ça, c'est une autre question sur laquelle il faudra qu'aussi on puisse retrouver un sens. Mais l'imposition, le calcul imposition, c'est toujours été compliqué dans tous les pays. De collecter les impôts, ce sont les chefs d'entreprise. Pourquoi les chefs d'entreprise grognent? Parce que le fond du problème, c'est un problème de terrain. Encore une fois, quand j'ai sollicité tous nos DRH qui sont aujourd'hui sur le terrain et qui œuvrent, c'est un problème de communication et de pédagogie. Aujourd'hui, d'abord, les plus impactés, ce sont les patrons de TPE et de PME. Vous pouvez faire une enquête là aujourd'hui, aller questionner les salariés dans les TPE-PME, ils ne sont même pas au courant et ils ne mesurent même pas les conséquences que ça va avoir au 1er janvier. Et encore une fois, ce sont les salariés les plus modestes qui vont être durement impactés. Manque de pédagogie, Sylvain Maillard. Dans les entreprises, il faut que le gouvernement, effectivement, communique. Il faut que les entreprises, on va se réveiller encore 2 mois avant, mais les DRH sur le terrain aujourd'hui, c'est très compliqué auprès des salariés. C'est dans 4 mois, cette réforme. Non mais attendez, vous voulez que je vous raconte le nombre de collaborateurs, de salariés aujourd'hui dans des entreprises qui sont nos clients, qui aujourd'hui n'ont pas assez de leur salaire pour vivre, sont auto-entrepreneurs le soir,
vont travailler pour certains, faire des ménages, du jardinage. Donc ils vont être prélevés à la source au niveau de leur employeur, sur un temps partiel ou en totalité. Ils ont leur statut entrepreneur de l'autre côté. Ils peuvent bénéficier de niches fiscales, mais ils ont des revenus trop faibles, et on va leur régulariser en fin d'année. C'est ça qui est très compliqué à mettre en œuvre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Donc ça veut dire que le pouvoir d'achat va en prendre un coup ? Ah bah, en tout cas, sur la première année, pour un certain nombre d'entre eux, ça risque d'être très compliqué. Bon, je vais quand même remettre un peu de la justesse sur ce qui va se passer à partir du 1er février, puisqu'il y a le 1er janvier, puis et ce sera au 1er février où les Français pourront constater. Pas de panique. Pas de panique. Vous paierez exactement le même impôt que vous payez. Non, mais je voudrais parce que je ne veux pas que ce soit du tout... Attention. Vous paierez exactement la même chose que ce que vous payez. Vous auriez dû payer. Normalement, ça ne changera rien. Pour ceux des employés les plus modestes, la réalité des employés les plus modestes, c'est qu'une grande partie d'entre eux ne payent pas d'impôts. Et ça ne changera pas. Il n'y a pas d'un seul coup un impôt qu'on vous remboursera après. Ce n'est pas vrai. La grande partie de ceux qui bénéficient davantage, par exemple des lois Pinel, c'est des salaires, en tout cas des revenus moyens, supérieurs à 4 000 € net en règle générale. Donc ne partons pas dans une... Si on a un changement de situation professionnelle dans l'année, c'est compliqué. Si on veut défiscaliser, c'est compliqué. Les employés à domicile, on ne sait pas où on en est. Les professions libérales, vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Comment choisir son taux de prélèvement ? Mais le taux de prélèvement se calculera automatiquement, sauf c'est l'administration qui le déterminera. Il sera exactement calculé par rapport à l'année d'avant. Ça ne changera rien. La seule chose qui changera, c'est que si vous ne souhaitez pas que votre employeur connaisse votre taux parce que vous avez des revenus très différents entre votre mari et votre femme, par exemple, à ce moment-là, vous demanderez un taux neutre. Et donc, d'ailleurs, dans cette lettre, vous la trouvez aussi sur mon Twitter. Ouais, je fais un peu de publicité. Si vous ne l'avez pas reçu dans votre... Moi, je ne l'ai pas encore reçu. Dans votre boîte aux lettres, vous pourrez choisir un taux neutre. Mais l'immense majorité des Français, tout simplement, il y aura un taux appliqué par l'administration fiscale qui correspond exactement à ce que vous payez d'habitude. Et à la fin de l'année, il y aura une régularisation, plus, moins, comme on a dans l'immense majorité des pays modernes occidentaux à travers le monde. J'ai une question pour notre député. Comment ça fonctionnait justement pour l'ensemble de nos députés, des ministres ? Vous êtes également aussi prélevé à la source dès le début du mois de février ? Oui, c'est exactement. Nous, ça fonctionne exactement de la même façon. Vous cherchez à savoir s'ils n'ont pas des petits avantages. Non, pas du tout. Non, et puis en plus, je ne me permettrai pas. Là-dessus, je suis très à l'aise parce que la première loi qu'on a votée, c'est justement se mettre exactement aux mêmes règles que le privé et qui me vont très bien d'un point de vue retraite, d'un point de vue organisation. On a tout fait pour dire, voilà, on veut que tout le monde... Qui seront les gagnants, qui seront les perdants de cette réforme ? Je le dis juste avec un petit brin d'humour parce que l'État... Donc on légifère, on met en place des systèmes, mais parfois l'État est toujours un petit peu en retard en matière d'exemplarité. Je me souviens, vous savez, du fameux sujet des 35 heures avec Martine Aubry. On n'a jamais vu nos ministres passer aux 35 heures, hein, jamais. C'est jamais arrivé. Les TPE, je crois que vous l'accepteriez pas que les ministres ou que les députés travaillent 35 heures. Mais au même titre que quand on est chef d'entreprise, on sait tous qu'en fonction des entreprises, on peut travailler 42 heures, 35 heures, 32 heures, voire 50 heures. Voire 75. Voire 75 heures, on est bien d'accord, c'est la flexibilité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, voilà, on a souvent l'État qui légifère. Et là, il est important aussi, on parlait d'exemplarité tout à l'heure au niveau de nos élus, il est important que l'État soit lui-même exemplaire vis-à-vis évidemment de l'ensemble de ses collaborateurs. Bien sûr. En tout cas, vous avez jusqu'au 15 septembre, je disais, pour choisir de cacher votre taux à votre employeur si vous êtes en couple, etc. C'est assez... il reste peu de jours quand même. Troisième sujet, les chiffres de la croissance sont moins bons que prévu. Les derniers chiffres du chômage sont en légère hausse. Quel bilan pour le gouvernement en matière d'économie ? Nicolas Doucerin. Alors, d'abord, il faut être prudent. Chef d'entreprise, votre gars. Moi, j'ai aucun souci. Alors, pour une fois, ça va appuyer le gouvernement. Vous savez, le gouvernement, quand les chiffres sont bons, c'est grâce à eux. Quand ils ne sont pas bons, c'est lié à l'ancienne majorité. Le bilan de M. Emmanuel Macron et de l'ensemble du gouvernement, on le verra dans 3 ans et 5 ans. Pas avant. Je suis désolé. Toutes les mesures qui sont prises, toutes les réformes, qu'elles soient... On n'a pas une petite tendance quand même. Vous pouvez recréer un climat de confiance. Vous pouvez donner une impulsion qui va peut-être jouer sur 0-1, 0-2. La Coupe du Monde de football, ça va peut-être jouer dans un esprit Justement, l'effet Coupe du Monde, il n'y a pas d'effet de Coupe du Monde. C'est pas ça qui, fondamentalement, va permettre à l'économie française de générer une croissance de 3% demain, 3,5%, 4%. Ça n'est pas possible. La grosse faiblesse aujourd'hui d'Emmanuel Macron, et j'en profite puisqu'on a la chance d'avoir un élu et un député de l'Assemblée nationale. La très grande faiblesse du programme d'Emmanuel Macron, c'est qu'il faut baisser drastiquement
les dépenses de l'État. Tant qu'on aura un État qui dépense autant, vous aurez des prélèvements extrêmement importants, des impôts extrêmement élevés, et donc la compétitivité de la France ne pourra pas se retrouver sur la durée. Quand je parle de durée, je ne parle pas à 1 an, 2 ans. Je parle sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. On cite toujours l'Allemagne en confrontation. Oui. Pourquoi est-ce que l'Allemagne génère plus de croissance et est aujourd'hui en excédent budgétaire? C'est parce que pendant 10 ans, 15 ans, au même titre que le Canada, elle a fait les grandes réformes structurelles. Sylvain Maillard, on ne fait pas ces réformes, nous, en France? Ou est-ce que, non, je n'ai pas dit que le gouvernement ne faisait pas toutes les réformes. Je parlais de la dépense de l'État. Oui, la dépense de l'État. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Moi, je suis d'accord sur le fond. C'est-à-dire qu'il faut que nous rationalisons nos dépenses. Ça me semble essentiel. Ce qui est compliqué, c'est quand on commence à vouloir couper. Est-ce qu'on veut moins de policiers? Bah non. Est-ce qu'on veut moins d'infirmières? Bah non. Est-ce qu'on veut moins de profs dans les écoles? Bah non. Mais c'est ça le gros de nos dépenses. Le gros de nos dépenses. Alors, est-ce qu'il manque un peu de pédagogie là aussi? Parce qu'on voit qu'il faut baisser, il faut diminuer, on ne comprend pas. Non, parce que j'entends aussi à côté, je dis juste attention aux discours parfois qui peuvent être incantatoires. Il faut rentrer dans le dur. Où on fait des... Si on veut faire des vraies économies, c'est dans le social. C'est là où il y a le gros de la masse. Et donc, moi, je prends l'exemple allemand que je connais bien. Des économies dans le social, l'Allemagne a choisi un autre système. Par exemple, des retraites en ayant un système à moitié capitalistique et à moitié de répartition. Nous avons choisi un système de répartition qui est plus protecteur. Aussi, en France, nous ne payons pas nos écoles, nous ne payons pas nos soins. C'est une grosse différence par rapport au modèle américain, au modèle anglo-saxon. C'est un choix de société. Ce n'est pas parce que nous payons plus d'impôts. Si derrière, nous avons le service qui correspond, quelque part, ce n'est pas un souci. Dans les pays scandinaves, il y a beaucoup plus un taux d'imposition bien supérieur, mais il y a le service derrière. Donc, ce que l'on peut, par contre, discuter, c'est est-ce que le service correspond à ce qu'on paye comme impôt? Ça, je veux bien entamer la discussion dessus. Mais fondamentalement, faire des économies, pour nous, et je voudrais vraiment le dire, attention, la croissance, elle est là, elle est un peu moins forte de ce qu'on attendait. Oui. On n'a pas terminé, les chiffres qui seront importants pour nous seront en septembre. C'est là où on pourra vraiment consolider sur l'année. Les chiffres du chômage sont en hausse. Moi, je le dis depuis longtemps, j'ai porté la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. On a un problème de formation professionnelle en France. On a peut-être un problème structurel parce qu'on a 1,3 million, par exemple, de jeunes qui n'ont ni emploi ni formation. Et c'est eux qu'il faut former parce que nos entreprises ont besoin de main-d'œuvre. Et il y a un vrai problème à l'heure actuelle de formation professionnelle en France. Nicolas Doucerin, une dernière question pour terminer, parce qu'on a terminé. Quel est l'état d'esprit, en un mot, l'état d'esprit des chefs d'entreprise? Il y a un an, vous étiez en pleine dynamique, etc. On attend toujours la baisse des charges. Quel est votre état d'esprit pour cette rentrée 2018? Écoutez, l'état d'esprit, globalement, je dirais au niveau national, il est plutôt bon. On est dans une dynamique. Je dis juste qu'il faut accentuer les réformes, baisser le train de vie de l'État. Il faut absolument que nos députés, que nos sénateurs, que l'ensemble du gouvernement travaillent sur ce sujet pour durablement générer de la croissance, et ce sera très bénéfique pour l'ensemble de l'économie. Nicolas Doucerin, merci. Sylvain Maillard, merci beaucoup pour votre présence. En tout cas, c'est clairement ce que l'on veut faire, et vraiment profiter de la croissance pour évidemment faire en sorte que le différentiel entre la croissance et les dépenses de l'État s'accentue pour qu'on puisse réduire cette pression fiscale. On suivra ça avec intérêt, en tout cas à la rentrée. Tout de suite, d'autres informations sur CNews.